Art Nouveau, à chocolat, à bière, à frites, à gaufres, à tout ce que vous voulez, au mannequin piece. C'est vrai, en vrac, on pense un petit peu à tout ça, mais on pense aussi un petit peu moins à ceux qui constituent outre le folklore et les traditions d'une ville. Je veux parler des légendes urbaines. Les légendes urbaines, il y en a partout, dans toutes les villes. Donc, on va un petit peu explorer ça ce soir. Alors, une légende urbaine, c'est en fait une rumeur sans fondement, mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, eh bien, c'est quelque chose qui est tout le temps véhiculé. Regardez, le monstre du Loch Ness, c'est une légende assez tenace. Alors ici, ce soir, il n'y a pas de monstre du Loch Ness, il n'y a pas non plus de crocodile dans les égouts. Ça, c'est une légende urbaine à Paris. Voilà, oui, parlons-en. Oui, c'est vrai. Ouais, mais il y a quand même quelques légendes urbaines ici à Bruxelles, et c'est Aurore Van de Winkel donc qui va nous les dévoiler. Là, j'ai besoin de ma feuille pour dire, Aurore, que vous êtes docteur en information et communication de l'Université catholique de Louvain, donc l'UCL. Vous êtes spécialisée dans l'étude et le décryptage de tout ce qui est légendes urbaines, rumeurs, théories du complot, fake news. Vous êtes également conseillère en gestion des rumeurs, réputation et storytelling pour Fama Ossa Consulting. Et puis vous enseignez les légendes urbaines et folklore à la Haute École Albert Jacquard. Vous êtes également l'autrice des légendes urbaines de Belgique, et vous êtes celle qu'il nous fallait ce soir pour mieux comprendre d'où viennent donc ces légendes urbaines, comment elles se propagent, quelle image elles donnent de la ville et de ses habitants, et surtout aussi comment elles participent à notre imaginaire collectif. Eh bien, c'est à vous. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe organisatrice, donc la direction évidemment, et Elisabeth Haydin qui m'a fait le plaisir aussi de m'inviter aujourd'hui. Et avant de commencer cette conférence, je voulais vous dire, est-ce qu'il y a beaucoup de Bruxellois dans la salle ? C'est pas mal, on est quand même en force aujourd'hui. Mais donc, vous connaissez la station de métro Rogier ? Oui, en fait, c'était un peu compliqué pour moi de venir parce que je suis en transport en commun. Et en fait, je devais prendre mon métro à cette station. Et quand j'ai expliqué à ma famille du coup que je partais aujourd'hui, bon, c'est toujours ma mère, toujours un peu inquiète. Et donc, elle s'est un peu décomposée en disant, mais à la station... tu vas à la station Rogier pour monter. Mais tu sais ce qui s'est passé ? Ça arrivé à l'amie d'une amie, en fait. C'était une jeune fille, très, très sympathique. Elle était à cette station, justement, allez, milieu de soirée, on va dire 21h30, 22h. Il n'y avait pas grand monde, c'était assez désert, mais il y avait quand même un groupe de jeunes comme ça qui chahutaient. Alors, elle fait ce que font toutes les filles, dans ce genre de cas, toutes les femmes aussi. On regarde un peu nos chaussures, on regarde ailleurs, on essaie de pas trop se faire remarquer. Et malheureusement, ils l'ont vue. Ils l'ont vue, ils ont été vers elle, ils ont commencé à l'embêter. Et à un moment donné, ils lui ont demandé de choisir entre le viol et le sourire de l'ange. Alors, elle a choisi le sourire de l'ange parce que ça avait l'air quand même plus sympa. Et je ne sais pas si elle a bien fait parce qu'il y en a un qui a pris un couteau. Non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui lui a donné un coup de poing dans son estomac pour qu'elle crie. Et un autre avait coupé la commissure de ses lèvres. Et donc, comme ça, quand elle a crié, tout s'est déchiré. Et un troisième a mis du sel sur les blessures pour éviter que ça cicatrise. Je suis là, tout s'est bien passé. Il n'y avait pas de bande de jeunes. Mais en fait, Bruxelles, c'est quand même une ville où il se passe des choses extrêmement graves. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des choses comme ça. Donc, moi, on m'avait parlé, par exemple, de ce qui s'était passé sur le parking du Kinépolis au Ezel. Il y avait une jeune fille, encore une jeune fille, qui a été au cinéma. Et donc, à la fin de sa séance, elle revient vers le parking, chercher sa voiture. Et quand elle s'approche, il y a un truc bizarre, c'est elle voit qu'il y a une personne qui est assise à l'arrière de sa voiture. Donc ça, c'est pas normal parce qu'elle était venue seule. Donc elle ouvre la porte et elle se rend compte que c'est une vieille dame. Elle dit, mais madame,
qu'est-ce que vous faites dans ma voiture et comment est-ce que vous avez pu rentrer? J'avais fermé ma porte à clé. Et là, la vieille dame lui explique, un peu triste, un peu inquiète. En fait, son beau-fils avait promis de venir la chercher. Il n'était jamais venu, donc elle avait attendu quelques heures et à un moment donné, elle avait eu peur, elle avait eu froid, elle avait décidé de rentrer dans une voiture et elle demande à la jeune fille, est-ce que vous pouvez me raccompagner chez moi? Bon, la jeune fille était d'un naturel plutôt serviable, donc elle dit ok, mais vous m'indiquez le chemin. Donc elle s'installe, elle commence à démarrer sa voiture, ils se mettent en route et là, la vieille dame lui indique le chemin à prendre. Et voilà, elle suit le chemin. Et puis à un moment donné, la vieille dame lui dit « Ah là, il faut tourner à gauche ». Et en faisant ça, elle avance la main. Et la conductrice regarde la main, c'est pas du tout une main de vieille dame, c'est une grosse main poilue d'homme. Donc là, bon, elle comprend qu'il y a un vrai problème. Donc elle croise heureusement un bus, elle fonce dans le bus, elle provoque un accident, elle s'en fout. Elle descend de sa voiture, elle court voir le chauffeur, et lui dit, il y a un homme qui est déguisé à l'intérieur de ma voiture, vous devez absolument venir. Le temps que le chauffeur descende, qu'il arrive, qu'il vienne voir la voiture, évidemment, il n'y a plus personne. Classique. Ils appellent la police. La police arrive. Ils ouvrent le coffre. À l'intérieur, des sacs poubelles, une tronçonneuse. Et la police dit, faites très attention, le dépeceur de Mons est de retour, et il est à Bruxelles. Kinépolis, Oezel. C'est comme un autre truc qu'on m'avait raconté, Flagey, les étangs d'Ixelles. En fait, on s'était rendu compte qu'il y avait des signes déchiquetés sur les berges. On avait retrouvé comme ça des cadavres déchiquetés de cygnes. Alors, bon, les gens se posaient un petit peu des questions. Est-ce que c'est les Polonais? Parce qu'apparemment, il y a des restaurants polonais dans le coin. Mais bon, moi, j'ai des amis polonais. Je leur ai demandé s'ils mangeaient du cygne. Et non, c'est pas du tout une tradition. Comme ça, dans un parc, en plus, c'est quand même bizarre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il s'était passé quelque chose quelques jours avant le premier cadavre du cygne. En fait, le garde-pêche s'était rendu compte qu'il y avait un jeune homme qui était agenouillé sur les berges un soir et qui avait une petite créature dans les bras à laquelle il parlait. Alors, le garde-pêche s'est approché pour mieux voir ce que c'était. Et à ce moment-là, la créature a sauté des bras du jeune homme et a disparu dans les eaux. Donc, clairement, peut-être pas dans les égouts, mais il y a un crocodile dans les étangs d'Ixelles. Donc, il ne faut jamais mettre sa main, en gros. C'est un peu ça. Non, ça, c'est des choses, évidemment, qui sont toujours inquiètes. Moi, évidemment, je fais toujours attention dans ces quartiers-là. Et alors, en début d'année, à l'approche d'Halloween, vous avez vu aussi tous les avertissements qu'il y a eu. Bon, par exemple, ceci, qui était heureusement venu grâce à l'algorithme de Facebook sur mon fil, parce que sinon, je n'aurais pas été au courant. Et le Strawberry Quick, des petits comprimés comme ça, en forme d'ours, c'est mignon, c'est rose. Oui, en gros, c'est de l'ecstasy et c'est distribué dans les écoles des enfants. Et apparemment, ça provoque paranoïa, excitation, dents un peu gâtées, énervement. Donc, moi, je pensais au départ que c'était juste le Terrible 2, le Terrible 3, enfin, je veux dire, les enfants qui grandissent. Non, apparemment, il y a des dealers qui, en fait, jettent ces bonbons, ou les distribuent comme ça aux enfants qui pensent que c'est sans danger. En fait, c'est de la drogue et c'est dans le but de les accoutumer pour se faire une petite clientèle. Quand ils grandissent et quand ils auront de l'argent de poche, évidemment. Ça, c'est aussi quelque chose qui était assez inquiétant. D'ailleurs, ma mère, elle m'avait dit, je devais avoir 8 ans, on avait été au marché près de la place du Miroir à Jette, et c'est vrai qu'il y avait un homme qui m'avait distribué une barre de Mars, mais elle était déjà entamée. Et moi, j'étais contente, je l'avais mise dans ma poche et je lui montre ça quand on arrive à la maison, quoi. Et elle me l'a prise, elle a directement jeté à la poubelle en disant « Mais tu rigoles, tu ne peux pas manger ça, elle est certainement empoisonnée. » J'imagine que vous avez déjà eu des avertissements similaires. Non. Voilà. En tout cas, n'allez pas à Jette, alors du coup, parce que... Pareil,
Une fois, on va avec mes parents, ils voulaient acheter... là, je devais avoir 10 ans, et on devait acheter des plantes artificielles pour décorer le hall de notre immeuble. On arrive chez le fleuriste, je le sentais pas trop, je le trouvais pas très sympathique. Et il me dit, mais c'est bien que vous veniez acheter des plantes artificielles. Parce que moi, j'ai une connaissance qui avait acheté un yucca pour décorer sa maison. C'était son premier appart, donc elle avait envie que ce soit joli. Et ça se passait bien, hein, c'était joli, ça décorait. Mais bizarrement, à chaque fois qu'elle arrosait la plante, celle-ci se mettait à frétiller. Je trouvais ça un peu étonnant. Donc en fait, elle avait téléphoné au fleuriste pour lui demander ce qui se passait. Et quand le fleuriste a entendu ça, il lui a dit « Ok, sortez de chez vous. C'est une question de vie ou de mort, vous sortez de chez vous, prenez rien avec vous, j'appelle les ambulances, j'appelle les pompiers, mais vous sortez. » Elle était tellement paniquée qu'elle est sortie de chez elle, elle a claqué la porte, elle avait oublié ses clés intérieures. La police arrive, les ambulances arrivent, les pompiers défoncent la porte. Fallait pas oublier ses clés. Ils prennent la plante, ils l'amènent dehors, dans un terrain vague un peu plus loin, lui boutent le feu, et tout le monde regarde cette plante se réduire en cendres, et tout le monde a l'air soulagé. Bon, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes, les ambulances repartent, les pompiers aussi, la police aussi, il ne reste plus que le fleuriste et la pauvre fille, et qui se demande un peu ce qui s'est passé. Et le fleuriste lui explique, mais vous savez, les yuccas, ça vient de pays exotiques. Et on s'est rendu compte que parfois, il y avait des mygales qui créaient leur nid à l'intérieur de la plante. Et la mygale n'aimant pas trop l'eau, quand on arrosait la plante, en fait, la mygale se sentait attaquée. Donc, elle tressautait de colère, elle réactivait le venin mortel et elle se préparait à sauter à la gorge de son agresseur potentiel pour la mordre et lui injecter le venin et la faire mourir, évidemment, dans d'atroces souffrances complètement défigurées. J'ai plus acheté de yucca depuis. Je déteste ces araignées. Et enfin, cette histoire-là, moi, je l'avais entendue sur Mélanie. Vous vous souvenez du magasin Mélanie qui était juste en face de la Monnaie? Mais il y a aussi chez Samdam, magasin qui vend des gants et tout ça, qui était dans la rue, qui était juste avant la Monnaie, en fait, le coin qui après... Et là, c'était un monsieur qui accompagnait sa femme faire des courses. Et c'est vrai qu'au bout du 5e magasin, monsieur en a eu un peu marre. Il dit à sa compagne, va faire tes courses, j'attends à l'extérieur, je fume ma clope, prends ton temps. Oui, prends ton temps. Au bout de 20 minutes, il commence un petit peu à s'inquiéter, il n'est toujours pas de retour. Donc à la fin, il rentre dans le magasin, il cherche sa compagne, il ne la voit pas. Il demande au commerçant, vous n'avez pas vu ma compagne? Non, ça me dit rien, elle a dû partir. Ben non, elle n'est pas partie, puisque moi j'attendais devant la porte, donc je l'aurais vu passer quand même. Et le commerçant dit non, je ne vois pas du tout. Et là, quand même, l'homme commence à se méfier. Il fouille l'entièreté du magasin. Il trouve des cabines d'essayage. Il rentre dedans. À l'intérieur, il y a une trappe. Il ouvre la trappe. Sa compagne, ligotée, droguée, prête à être enlevée pour servir d'esclave sexuelle dans les pays exotiques. Bruxelles. Bruxelles, ma belle. Bruxelles, je t'aime. Je suis bruxelloise aussi, donc il n'y a pas de problème. Voilà, en fait, un petit peu quelques exemples de ce qu'on peut appeler des légendes urbaines. Alors, les légendes urbaines, c'est quoi? Ce sont des récits qui racontent l'histoire de l'ami d'un ami à qui il arrive des choses horribles, dégoûtantes ou drôles, et ils sont vraiment présentés comme véridiques. Le problème, c'est quand on arrive et qu'on commence à faire une enquête, on ne trouve pas de témoins, on ne trouve pas de victimes, et même dans l'histoire, il y a des petites choses qui ne sont pas très crédibles, on va dire, si on creuse vraiment, si on analyse rationnellement cette histoire-là. Et la particularité des légendes urbaines, donc elles sont toujours fausses, mais c'est qu'elles voyagent. Elles voyagent à travers les années, parfois même des siècles, et elles voyagent aussi au niveau des villes, au niveau des pays, parfois même des continents. Et donc, on peut retrouver la même histoire dans d'autres villes, mais qui va s'attacher à d'autres lieux qui sont plus marquants. Donc moi, je vous ai parlé de stations de métro, je vous ai parlé de lieux de divertissement, de magasins où les gens vont.
Mais évidemment, on peut avoir des versions comparables dans d'autres villes. Par exemple, l'histoire de la dame, l'autostoppeuse à la main poilue. On retrouve une version dans le Carré de Liège, où ce n'est plus une vieille dame, mais c'est une jeune fille ivre, par exemple. Donc on va retrouver comme ça des versions un petit peu différentes qui vont se baser aussi sur des lieux ou s'accrocher à des lieux que les gens connaissent, des lieux quotidiens où vous avez l'habitude d'aller, où vos proches ont l'habitude d'aller, et qui vont donner comme ça cette apparence un peu de crédibilité. Alors certains les appellent les rumeurs, certains les appellent les mythes du temps présent, certains vont l'appeler aussi les légendes contemporaines. En fait, les chercheurs préfèrent ça, les légendes contemporaines, parce que ça permet de les distinguer des légendes traditionnelles, où là finalement ce qu'on raconte ne s'est pas passé il y a 3 semaines, il y a 1 mois, mais c'est passé il y a quelques siècles par exemple, avec ce côté parfois un peu plus magique aussi que l'on peut avoir. Et alors, il y a une appellation que j'aime beaucoup, c'est Broodje Verhalen, les histoires avec un singe entre 2 tartines. Alors, au départ, ça vient plutôt de la Hollande, mais c'était évidemment, on essaye de vous faire manger n'importe quoi. Et ça fait référence évidemment à des histoires. On racontait, notamment pendant la guerre, qu'on remplaçait de la viande par des chairs un peu étonnantes. Il faudrait quand même un sacré stock de singes pour pouvoir remplacer le stock de bœuf qu'on devait quand même encore avoir un petit peu à l'époque. Alors les légendes urbaines, ça circule de nombreuses manières. Vous allez pouvoir en entendre dans les repas en famille, avec vos collègues. Vous allez pouvoir les entendre sur les réseaux sociaux, par téléphone. Ça, parfois même, ça se diffusait par courrier, ou les affiches, ou des tracts que l'on propageait, par exemple, à la sortie des écoles pour alerter les gens d'un danger. Donc, c'est toutes des choses qui ont été utilisées, qu'on revoit encore un petit peu. Le tract n'est pas terminé. On l'a vu, par exemple, avec toutes les rumeurs, mais c'est plutôt des rumeurs, alors du coup, de l'Evras, par exemple, qui était aussi fort diffusé au niveau des écoles par ce biais-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir plutôt tendance à les découvrir via les réseaux sociaux ou le bouche à oreille. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et ça, c'est par exemple quelque chose que moi, j'avais reçu par SMS à l'époque, où on parlait de la rue du Finistère. Vous savez, à côté de l'église du Finistère, sur la rue Neuve, où on racontait qu'il fallait se méfier parce qu'il y avait des hommes qui approchaient des femmes en leur demandant si elles n'étaient pas intéressées par un parfum de luxe à bas prix. Et évidemment, qui n'accepterait pas une telle proposition? Et donc, elle avait accepté et on lui avait dit, mais si vous voulez, on vous fait sentir. Et quand elle avait senti, ce n'était pas du parfum, c'était de l'éther. Elle était tombée évanouie. On lui avait volé son sac et Dieu seul sait ce qu'on aurait pu lui faire d'autre. Et bon, alors évidemment, l'éther, je sais que c'était utilisé comme un moyen pour endormir les patients avant, mais il faut quand même une sacrée dose de cheval, quoi. C'est pas juste comme dans Tintin où on sent un petit peu et puis le héros est hors service pendant 3 cases. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte plein de choses. Premièrement, ça peut nous avertir d'un danger. Ça, ce sont vraiment les histoires, les légendes urbaines les plus nombreuses, celles que vous allez retrouver. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu les exemples que je vous ai donnés ici. On a parlé des enlèvements de femmes, mais il y a évidemment des histoires encore plus choquantes puisqu'il s'agit d'enlèvements d'enfants, comme par exemple cette mère de famille qui a été avec sa petite fille de 10 ans au Ikea d'Anderlecht. Une petite fille adorable, mais qui la suit, pas comme les miens. Ça, c'est vraiment... Elle la suivait et tout ça. Et pourtant, il a suffi d'1 seconde d'inattention pour que cette petite disparaisse. La mère va voir, évidemment, les caissières pour faire une petite annonce au micro, ce qu'on fait régulièrement quand les enfants se perdent. Et là, la caissière a tout de suite dit « Ok, je sais ce qui se passe, j'appelle la sécurité, j'appelle mon responsable, on appelle la police, on va le retrouver. » Et ils ont appelé, évidemment, toutes ces personnes-là. Ils ont fermé les portes du magasin, réuni tous les clients à l'intérieur du hall d'accueil, les ont fouillés un à un. Ils ont retrouvé la petite. On l'avait évidemment droguée. On lui avait rasé la tête, on lui avait mis une perruque. Elle était prête, évidemment, d'être kidnappée. Et ils le savent, puisque la caissière savait ce qui se passait. Elle avait une procédure. Après, on peut se demander pourquoi ils ont perdu du temps à raser sa tête à la place de mettre juste la perruque. Mais bon. Ça fait du bruit, ça laisse des tas de cheveux partout. C'est très énervant, mais voilà, chacun ses méthodes et c'est vrai que je ne suis pas...
Et là, évidemment, qui va raconter ça? C'est généralement des personnes qui vont se présenter comme des personnes bienveillantes, qui vous veulent du bien, qui veulent du bien à votre famille. On ne peut pas leur reprocher ça. Peut-être que l'humain est capable de faire ce genre de choses. On a connu dans le pays des enlèvements d'enfants. Faisons attention. Et donc, c'est vraiment une façon de parler sur un danger menaçant qui peut être personnalisé par des agresseurs. Ça peut être des personnes qui viennent d'autres communautés. Il faut savoir que les légendes urbaines sont très conservatrices et parfois véhiculent des messages sous-jacents qui peuvent être racistes, homophobes, etc. Donc, c'est pas toujours conscient de la part des gens qui parlent, mais quand on les analyse, ces messages sous-jacents sont bien là. Et donc, les personnes vont vous les raconter parce qu'ils pensent que l'être humain peut évidemment faire ce genre de choses et ils vous préviennent de ce danger. Et donc, ça favorise quand même un petit peu le lien entre nous. Et on ne peut pas leur en vouloir par rapport à ça. Deuxièmement, on a les légendes moralisatrices qui, elles, vont plutôt parler des valeurs. Donc là, on ne va plus parler de quelque chose qui est arrivé à l'ami d'un ami, quelqu'un à qui on peut s'identifier, mais plutôt quelqu'un à qui on n'a vraiment pas envie de s'identifier. Et ça, c'est ma mère qui m'avait raconté. Elle avait été chez la coiffeuse, et la coiffeuse lui avait bien dit, elle avait reçu une vieille dame qui avait un chignon crêpé. C'était la mode à l'époque, et c'est vrai que les chignons crêpés, on ne peut pas se laver trop souvent les cheveux, parce que sinon, ça ne tient pas, ça retombe comme un vieux soufflé, ça ne marche pas. Et donc, il y avait des femmes qui mettaient parfois quelques semaines sans toucher à leur coiffure et qui venaient chez le coiffeur pour tout refaire d'un coup. Et la dame vient et dit, voilà, si vous pouvez regarder, et me refaire mon chignon évidemment, et par contre, il y a quelque chose qui ne va pas, ça me gratte, ça me démange. Et la coiffeuse lui dit, pas de souci, on va regarder ça, madame. Donc elle l'installe, elle lui ôte l'épingle à chignon, elle ouvre le tout. À l'intérieur, une énorme araignée qui avait eu des petits et qui avait commencé à grignoter les cheveux de la vieille dame. Dans certaines versions, on lui mange même le cerveau. Oui, c'est une araignée assez vive, parce que pour le coup, c'est quand même dur de percer la boîte crânienne. Par l'oreille, peut-être. Par l'oreille, je ne sais pas. Du coup, la coiffeuse, elle a tout refermé. Allez voir un médecin, parce que moi, je peux pas m'occuper de ça. J'aurais répondu la même chose, je pense. Mais du coup, ça, on n'a pas envie de s'identifier à cette personne-là. C'est vraiment, oh mon Dieu, regardez cette personne, cette vanité, cet orgueil qui voulait absolument être dans les canons esthétiques, mais qui en oublie les règles d'hygiène élémentaires, qui ne prend pas soin d'elle, ne fait certainement pas comme elle. Et finalement, on rigole, on se moque de cette personne à qui il arrive ça. Elle est punie, mais elle avait qu'à bien faire les choses aussi, Donc là, on est plutôt dans des transmissions de valeurs, des valeurs très conservatrices, encore une fois. Les 7 péchés capitaux, ils trouvent vraiment une bonne place. Ensuite, on a ce qu'on appelle les légendes de vengeance. Alors là, on va raconter plutôt des histoires un peu sympathiques de quelqu'un qui contrevient à la morale et qui en est puni. Et je fais un petit clin d'œil à Jean-Philippe Laroche qui avait fait un petit film sur cette légende urbaine et qui montre, je pourrais donner les coordonnées du film, il est disponible sur YouTube, ça s'appelle La Dame dans le tram, et qui reprend une légende urbaine assez connue qui s'est diffusée. Donc c'est une dame qui rentre dans un tram et il n'y a pas beaucoup de place assise, et il y a une place assise à côté d'une personne noire. Et ça lui convient pas du tout, donc elle arrête pas de faire des commentaires, et il doit être paresseux, et il sent mauvais, et il doit certainement pas avoir de travail. Enfin, vous imaginez la mégère. Et lui, il dit rien, il reste assez placide par rapport à ça. Tout le monde regarde un petit peu en soufflant, mais personne vraiment n'intervient. À ce moment-là, il y a un contrôleur qui arrive et la dame prend dans son sac fièrement son ticket et le montre en disant « Ah, moi j'ai mon ticket et tout ça, certainement que lui, il l'a pas, parce que ça doit être un fraudeur en plus, d'être un étranger, etc. » Et juste au moment où le contrôleur allait arriver, l'homme assis à côté d'elle prend vite son ticket, le met dans sa bouche et le mange. Et elle se retrouve avec le contrôleur et elle dit « Mais j'avais mon ticket. » Mon ticket, c'est le monsieur qui l'a mangé. Bien sûr, madame, c'est monsieur qui l'a mangé. Et alors, évidemment, le contrôleur demande à tout le monde « Mais vous avez vu quelque chose ?»« Non, on n'a rien vu. Non, cette dame ne devait pas avoir de ticket. » Et elle se prend une amende.
Et donc là, évidemment, c'est plutôt pour faire passer des messages justement de... voilà, en diffusant ça, finalement, on participe à la vengeance de la personne qui a été malmenée. Enfin, on a des histoires un peu plus mystérieuses. Vous avez tous certainement déjà entendu parler de ces histoires, de ces apparitions près des autoroutes. J'entends quelques bruissements. Voilà, donc, alors ça peut se traduire dans des histoires, comme 4 jeunes qui reviennent de boîte de nuit et ils se rapprochent de Bruxelles. Alors il est quand même déjà passé minuit. Bon, ils ont pas trop consommé d'alcool ou autre. Je veux dire, c'était quand même des gens corrects. Et ils sont sur l'autoroute et à un moment donné, ils voient quelqu'un comme ça qui apparaît sur le bas-côté, habillé en blanc. Ils se demandent un petit peu quoi. Ils se disent une autostoppeuse à cette heure-ci, c'est quand même dangereux, une femme comme ça, toute seule. Donc ils s'arrêtent à sa hauteur et ils baissent la vitre et ils lui demandent s'ils peuvent la raccompagner sur Bruxelles. Et la dame ne répond pas, mais elle ouvre la portière et elle s'assied à l'intérieur de la voiture. Et là, il y a un froid glacial qui s'installe dans l'habitacle. Personne ne parle, on se demande un peu quoi. Bon, le conducteur se remet en route et recommence à conduire. Et arrive un virage et à ce moment-là, on entend un énorme cri. Le conducteur surpris freine brusquement, se retourne et là, elle a disparu. Mais à sa place, il y a un sac. Dans son sac, il y a des papiers avec une adresse. Le lendemain, un peu surpris, se demandant toujours ce qui s'est passé, ils vont à l'adresse indiquée, ils frappent à la porte. Il y a une personne qui vient leur ouvrir, qui voit le sac et qui dit « Qu'est-ce que vous faites avec ce sac ? Ce sac appartient à ma fille qui est morte dans un accident de voiture sur une route menant à Bruxelles il y a 5 ans. » Il y a différentes versions. Il y a la version où le cri provoque un accident et tous les occupants meurent. C'est plus gore, quoi. Et alors, on va retrouver ce type de choses sur YouTube aussi. Vous pourrez retrouver, comme ça, vous tapez les Dames Blanches, et on a comme ça des personnes qui ont filmé ce genre de choses. Ah, j'ai un petit souci de PowerPoint ici, je pense. C'est pas très grave. Donc, voilà, donc on était là. Voilà, c'est ça. Et donc, on va retrouver des films comme ça où les gens se filment revenant de boîte de nuit et puis d'un coup, on voit apparaître une personne et soit il y a l'accident, soit il n'y a pas l'accident et tout le monde est un peu inquiet. Alors là, évidemment, on ne va pas conseiller quelque chose. Il n'y a rien à conseiller. C'est plutôt, on raconte une histoire un peu étonnante, surprenante et au final, c'est plus pour discuter de, tu penses que c'est vrai ? Est-ce que cette histoire est possible ? Donc, c'est plutôt pour parler du doute, du mystère, pour introduire des conversations de ce type-là ou pour jouer à se faire peur. Enfin, il y a une toute petite catégorie d'histoires. Alors, on n'en trouve pas souvent, mais là où vous pouvez en trouver, c'est par exemple dans les universités lors des périodes d'examen ou dans des entreprises où il y a quand même un climat social un peu tendu. Et je vais les appeler les légendes cyniques. Donc, par exemple, à Saint-Louis, l'université Saint-Louis à Bruxelles, il y avait cette histoire qui circulait et qui circule peut-être encore aujourd'hui, où on racontait que des étudiants étaient réunis pour un examen et le professeur, réputé déjà une vraie peau de vache, évidemment, qui laisse rien passer et qui fait tout pour péter ses étudiants, il leur dit, voilà, vous allez me faire une dissertation sur qu'est-ce que le courage. Oui, sauf que c'était un examen en psychiatrie, donc c'était pas vraiment le sujet qu'on avait étudié. Et finalement, il y a un étudiant qui prend sa feuille, il n'avait rien écrit, il voyait la pile de copies sur le bureau de son professeur et il dit « le courage c'est ça » et il met la feuille dans la pile et donc voilà.
Il fait ça et puis il part et ça marche bien. Alors là, il y a plusieurs histoires vraiment qui sont liées à ça et c'est vraiment plutôt, oui, le héros a contrevenu un peu à la morale, il n'a pas respecté un petit peu les règles, mais finalement ça fait tellement de bien de s'approprier cette victoire par procuration. On a tellement envie de pouvoir répondre à des figures d'autorité comme ça avec une entourloupe, ce genre de choses. Alors d'où proviennent ces histoires? Il y a plusieurs origines. Il n'y en a pas qu'une, et parfois elles s'entremêlent. Donc parfois, en fait, on va retrouver différentes variations de ces histoires-là. Donc, on a par exemple beaucoup d'histoires qui proviennent de rumeurs beaucoup plus anciennes. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée avec la dame avec la main poilue, hein? Donc, il faut savoir qu'on raconte ce type d'anecdote depuis 1834 en Angleterre. À l'époque, évidemment, il y avait moins de voitures et les kinépolis n'existaient pas. Mais c'était plutôt l'idée que c'était des voleurs de grands chemins qui attaquaient des fiacres et ils étaient déguisés en femmes et aussi ils se faisaient passer pour quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ils montaient dans le fiacre ou dans la voiture et c'était aussi grâce à leurs grosses mains poilues qui se faisaient confondre. Donc en fait, il faut vraiment raser sa main quand on veut faire ce genre de choses parce que. Et ensuite, donc cette histoire était vraiment donc voleur de grands chemins, homme déguisé en femme. Donc c'est un peu la même mécanique, sauf qu'après on est passé sur l'idée du tueur en série. Et donc on a commencé dans les années 70 à mettre ça sur l'éventreur du Yorkshire. Et donc à diffuser cette histoire-là dans la région du Yorkshire. Alors l'éventreur du Yorkshire, c'est un vrai tueur en série qui a tué notamment des prostituées. On a mis ça sur le dépeceur de monstres quand c'est arrivé en Belgique, puisque vous vous souvenez peut-être encore tous de cette histoire qui n'a toujours pas trouvé de solution. On retrouvait comme ça les cadavres de 5 femmes découpées en morceaux, placés dans des sacs poubelles, près de la haine, la trouille, le chemin de l'inquiétude. Enfin, des bons ingrédients pour un bon film d'horreur, quoi. Et donc, on ne sait toujours pas qui est l'auteur de ça. Et il y avait même une version en France, c'était un tueur de la gare de Perpignan. Donc, en fait, tout le monde reprend l'histoire, la date, la modernise, et l'histoire continue comme ça à circuler. Ça peut provenir aussi de fiction ou de blague. Alors ici, je vais pas vous montrer je peux essayer de vous montrer un petit peu la vidéo. Bon, je rassure tout le monde, c'est faux évidemment, c'est des blagues, c'est vraiment ce qu'on appelle les pranks. Donc en fait, c'est DM Pranks Production, qui est une société de production italienne qui avait fait des petits films comme ça, un peu de caméra cachée, où ils faisaient croire à des personnes lambda qui circulaient près de parkings, de parcs, etc., qui avaient un clown maléfique qui tuait des gens. Et évidemment, on n'a jamais envie de se retrouver dans ce genre de situation. Mais il y a quelques années, maintenant ça commence un petit peu à dater, je dirais que c'est vers 2015, quelque chose comme ça, où on a eu une peur des clowns, parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup de clowns hostiles comme ça qui étaient en Belgique. Ça pouvait vraiment, pour le coup, dans les 3 régions, en France et tout ça, qui inquiétaient les gens, qui les menaçaient près des écoles, etc. Au point qu'il y avait même des brigades anti-clowns qui avaient été formées à Lille. Alors pour le coup, c'est en France. Et c'est vrai que comment distinguer un clown hostile faux d'un vrai clown hostile? C'était vraiment compliqué pour les gens, évidemment. Donc, du coup, il y avait plein de rumeurs comme ça sur ça. Et donc, ça, clairement, la diffusion du film Ça, par exemple, ou ici, des fictions ou des blagues qui ont été faites, ont repris déjà une figure qui était inquiétante pour beaucoup de gens depuis très longtemps, depuis le Joker, et même un petit peu avant. On avait quand même quelques grands clowns en Europe, mais qui étaient quand même des personnes un peu complexes, qui avaient un double visage. Donc sur la scène, ils rigolaient, mais en dehors, ils étaient dépressifs, alcooliques, ils étaient violents, etc. Donc voilà, une figure qui met quand même un peu mal à l'aise. Et ces fictions ou ces blagues réenclenchaient la machine et on commençait
commençait à en voir partout et on s'inquiétait. Et puis, on a parlé un petit peu de l'ecstasy qui était diffusée dans les écoles, mais vous connaissez, Halloween vient de passer. Je ne sais pas si vous avez entendu des choses sur la fête d'Halloween, mais souvent, on raconte aussi dans les légendes urbaines, alors plutôt aux États-Unis, mais qu'il y a le fameux sadique d'Halloween qui empoisonne ou contamine des bonbons. Voire met des clous, des agrafes, voilà, des choses en métal comme ça dans les bonbons qui sont distribués. Et ça a vraiment encore circulé en Belgique cette année-ci, notamment via des vidéos TikTok. Où on disait aux gens de prendre un petit aimant et de le passer sur le sac de bonbons de leurs enfants pour voir s'il s'était pas passé quelque chose. Donc ça a vraiment couru ici aussi. Et il faut savoir qu'il y a eu un véritable fait divers à l'origine de toutes ces rumeurs sur les bonbons, les chocolats empoisonnés ou qui contiennent des éléments contondants, on va dire. Et ça a circulé depuis extrêmement longtemps. Au XVIIe et XVIIIe siècle, en fait, on s'était rendu compte que certains confiseurs n'avaient rien trouvé de mieux pour colorer leurs bonbons que d'utiliser de l'arsenic. Très mauvaise idée, et du coup, il y a eu des décès. Et après, ils avaient même utilisé un peu de fil de fer pour que leurs bonbons tiennent un petit peu leur forme. Mauvaise idée aussi. C'était au point qu'on a commencé à devoir faire une loi. Donc Louis XIV avait fait une loi pour interdire ces pratiques-là. Et comme à l'époque, on associait les confiseurs à la sorcellerie, la loi disait les confiseurs et les sorciers qui empoisonnent les bonbons seront punis de mort, etc. Et il y a eu 400 personnes qui ont été tuées pour avoir fait ce type de choses à l'époque. Mais l'histoire a un petit peu perduré. On a eu des cas. Donc ici, je vous ai mis un extrait d'un journal belge pour dire qu'il y a eu des cas d'empoisonnement en Belgique également. Et ce qui est marrant, c'est cette histoire d'association avec les sorciers. Parce qu'après, il y a eu énormément de rumeurs sur des dames qui sont un peu bizarres, qui sont un petit peu solitaires. Et quand elles viennent chez vous, vos enfants sont en bonne santé, mais après qu'elles soient parties, bizarrement, ils tombent malades et ils meurent. Ou alors, elles leur donnent un petit bonbon, et là, tout de suite, après, toute votre portée, elle est partie, quoi. Et donc, il y a eu énormément de choses. Vous en avez peut-être entendu dans votre enfance. Moi, je sais que j'en ai entendu des personnes à qui il fallait pas serrer la main, etc., parce qu'elles pouvaient donner des maladies. Et c'était quelque chose d'assez courant. Il y a eu la guerre. Pendant la guerre, évidemment, on a dit que c'était les soldats allemands qui faisaient ça. Qui donnaient des bonbons pour faire croire qu'ils étaient gentils, mais en fait, qui empoisonnaient les enfants. Donc, on a changé le méchant. Donc de sorciers, c'est devenu les soldats allemands qui avaient aussi leur petite version où c'était des religieuses de Ciney qui les empoisonnaient également. Mais alors on retrouve des tas de témoignages comme quoi, par exemple à la libération de Bruxelles, il fallait certainement pas accepter des bonbons donnés par les Allemands parce qu'ils étaient certainement empoisonnés. Et on en trouve vraiment très régulièrement. Après, c'est devenu plutôt le sadique. Vous savez, à l'époque des enlèvements d'enfants, c'était évidemment des gens qui essaient d'attirer les enfants dans leur voiture en leur donnant des bonbons empoisonnés ou qui allaient les faire perdre conscience. Et puis, c'est devenu les grosses entreprises alimentaires avec les additifs, l'additif E330, le fameux tract de Villejuif, où on disait aux gens de ne pas acheter certains produits parce qu'ils contenaient ces additifs, dont certains étaient cancérigènes. Sauf que c'était l'additif E330, c'était de l'acide citrique. Mais c'est encore quelque chose qui reste. Donc, chaque fois, l'histoire évolue et se modifie en fonction du méchant de l'époque. Les femmes qui disparaissent dans les cabines d'essayage, en 1880, on a eu un véritable scandale à Bruxelles. Un véritable scandale parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des prostituées qui étaient mineures qui travaillaient dans les maisons closes de Belgique. Alors, en fait, le scandale, en tout cas, il y a eu des tas de rumeurs par rapport à ce scandale-là. Par exemple, on s'était rendu compte que la plupart de ces mineurs étaient anglaises. Et donc, en Angleterre, on pensait qu'il y avait un véritable trafic, on l'appelait le Belgian Traffic, où en fait, des Belges venaient pour mystifier des jeunes filles de bonne famille, leur faire miroiter un travail ici, et elles se retrouvaient enrôlées de force pour servir de prostituées. En fait, ce qui se passait, c'est que en Angleterre, on n'avait pas vraiment de papier pour savoir à quel âge on avait. Donc, au niveau administratif, c'était assez terrible. Et
on pouvait devenir prostituée à partir de 12 ans. Et en Belgique, à partir de 21 ans. Et donc, il y avait des jeunes filles qui travaillaient déjà comme prostituées dans leur pays, qui trafiquaient un petit peu leur âge pour venir travailler à Bruxelles. Mais on a quand même retrouvé 5 filles qui, elles, étaient tout à fait opposées à ce travail et qui étaient vraiment là de force. Mais dans l'esprit anglais, le Belgian Traffic, c'était vraiment un énorme scandale, bon, qui résiste pas, enfin, qui était quand même beaucoup moindre si on regarde les faits, évidemment. Je vous passe sur le fait que certains restaurants nous feraient, dans lesquels on pourrait manger du lapin au pruneau, ce serait en fait du chat. Hein. Bon, pendant la guerre, oui, il y a eu ce type de pratique. Hein. On a mangé du chat, on a mangé du chien, on a mangé ce qu'on a pu. Voilà, ça c'était quelque chose qui existait. On a eu en faits divers, il y a eu aussi des choses qui sont arrivées, ou en tout cas, ici on parle de tout ce qui a été rumeur sur les piqueurs de femmes. Ici j'ai pris l'exemple de la Belgian Pride de 2022, on disait qu'il y avait eu des personnes qui avaient été piquées. Et effectivement, ça vient d'une ancienne rumeur qui était française, en fait, où on parlait, au niveau de la restauration, en fait, les femmes commençaient à pouvoir sortir dans l'espace public, enfin, pas à la tombée de la nuit, hein, fin d'après-midi. Et il y a eu des cas de personnes qui ont été blessées avec des aiguilles, mais aussi beaucoup de rumeurs comme quoi ça arrivait tout le temps. Il y avait même des femmes qui étaient tombées enceintes à cause de ça. Et des pharmaciens qui proposaient des remèdes pour éviter de se faire piquer. Donc c'était assez étonnant. Il y a quelqu'un qui avait été condamné, mais il n'a pas été reconnu par grand monde. Et surtout, c'était une rumeur qui a voyagé de ville en ville et qui est arrivée à Bruxelles. L'alphabet des cambrioleurs. Chaque année, l'ADH nous en parle et nous dit de faire attention. Hein. Là, il y a des véritables pratiques, mais qui étaient jusque dans les années 20, où certaines personnes, plutôt en fait des incendiaires, et plutôt en Allemagne, en Autriche, ont utilisé des signes pour pouvoir un petit peu communiquer. Il y avait aussi certaines communautés du voyage qui utilisaient, ou des vagabonds qui utilisaient des signes pour dire, bah tiens, dans tel endroit. Donc les communautés du voyage, c'était plutôt pour se donner des nouvelles entre elles sur le passage. Des vagabonds, c'était plutôt pour informer, ben tiens, dans cette maison, il y a du travail, dans cette maison, ils donnent quelque chose. Mais une fois qu'il y a eu l'alphabétisation, au final, cette pratique s'est complètement perdue. Et c'est vrai que le fait d'avoir des signes près de votre maison, c'est la meilleure façon d'attirer l'attention des habitants et qu'ils prennent encore plus de précautions. Donc maintenant, je pense qu'on a d'autres moyens de communiquer si on a des informations sur une maison avant de... Pour les clowns, il y a eu aussi des véritables tueurs en série, un John Wayne Gacy aux États-Unis qui a tué 35 jeunes hommes. C'était un clown de profession. Et puis, ces histoires vont nous rappeler des autres types de récits, comme les contes. La dame à la main poilue, c'est quand même le loup déguisé en grand-mère dans le chaperon rouge, hein. On est d'accord. Je vous avais parlé de Sam Dam qui vendait des gants. Donc, évidemment, ils avaient un peu moins de cabines d'essayage chez eux. Mais par contre, il y a une version où on dit que les femmes essayaient des gants et à l'intérieur, on mettait une petite aiguille enduite d'un soporifique qui les piquait. Elles se sentaient pas bien. Le commerçant les amenait dans l'arrière-boutique et ensuite les utilisait pour le trafic sexuel de la traite des blanches. Ben ça nous rappelle Cendrillon, évidemment. Blanche-Neige et la pomme empoisonnée par une sorcière. Évidemment, ça nous rappelle des contes ou des légendes modernisées. Hein, je vais passer un peu sur Saint-Nicolas, on pourra revenir après, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Mais par exemple, la Dame Blanche près des autoroutes, ça nous rappelle la Banshee, qui est une figure mythologique irlandaise, qui est très connue pour son cri parce qu'elle annonce la mort. Mais ça rappelle également les Dames Blanches, qui étaient finalement les ancêtres des grandes familles nobles d'Europe. Hein, il faut savoir que Napoléon en avait une, Charles Quint en avait une, le Kaiser en avait une, hein, et qui était censée être une ancêtre, souvent une femme veuve ou qui était restée sans mari, qui apparaissait dans les rêves ou qui apparaissait dans la chambre des personnes pour leur dire que soit ils allaient mourir, soit que leur bataille allait être perdue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un réseau de résistance liégeois s'est appelé la Dame Blanche des Hohenzollern, pour dire, ben, nous,
on va t'annoncer ta défaite. Donc, pour le dire, pour la Première Guerre mondiale. Donc, c'était assez sympa comme clin d'œil, je trouve. Donc, évidemment, c'est des figures légendaires qui ont été laïcisées, on va dire, modernisées. Alors, pourquoi est-ce que ces récits ont du succès? Déjà, ça fait partie de notre culture. On en trouve partout. On va avoir des références partout. Dans les séries télé, dans les films, dans la bande dessinée. Ici, vous avez 2 exemples d'auteurs qui vont nous parler des dames blanches qui se font enfin, pas des dames blanches, mais des femmes qui se font kidnapper pour la traite des blanches. Ici, pour les restaurants qui nous feraient manger du chat ou du chien, on a un petit clin d'œil dans un Tintin, par exemple. Le crocodile des étangs d'Ixelles. Là, vous avez la Porsche Caïman des étangs d'Ixelles. On a retrouvé le caïman des étangs. C'est assez amusant. Donc, évidemment, il y a des marques qui vont utiliser, faire des clins d'œil par rapport à ça. Bon, pour le sourire de l'ange, il n'y a personne qui le fait, et tant mieux. Mais je veux dire, ça fait partie voilà, de nos conversations, de notre folklore moderne. Et puis, on va aussi y croire. On y croit pour des tas de raisons, des raisons qui nous sont propres, des raisons qui appartiennent à notre culture, à notre communauté aussi, parce qu'il y a des personnes dans notre entourage qui y croient, parce que ça nous semble plausible, pour des tas de raisons. Et il faut dire que ces histoires sont bien construites. Hein, elles attirent l'attention, et donc elles permettent aussi la mémorisation, parce que c'est des bons scénarios avec une bonne chute, avec une morale aussi. On sait que ça s'est passé il n'y a pas longtemps dans un lieu qu'on connaît bien. Tout ça, ça favorise la mémorisation, bien entendu. Le fait que le héros soit quelqu'un qui est l'ami d'un ami, enfin, ça favorise l'identification. Donc tout ça, évidemment, ça permet de rendre l'histoire beaucoup plus sympathique, même si son thème ne l'est pas forcément, mais ça la rend crédible. Les personnes qui vont nous le raconter, c'est des gens proches de nous aussi, hein, où on n'a pas l'impression qu'ils veulent nous raconter des billevesées. Au point que parfois, ces histoires vont confirmer des préjugés que l'on a déjà, ou des idées reçues qu'on a déjà. Ça, c'est quand même assez important. Ou une intuition. Tiens, ouais, franchement, qui aime bien se balader dans la station de métro à Nessens? Et la bourse, avant que ce soit rénové, vous vous souvenez de cette petite odeur d'urine qui était là? Eh bien, c'est normal. On a dû fermer les toilettes. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement les femmes se faisaient kidnapper dans les cabines d'essayage, mais aussi dans les toilettes de la station de métro Bourse. Elles se faisaient aspirer par la cuvette des toilettes, elles passaient dans les tuyaux d'évacuation et elles arrivaient au canal où un bateau les prenait pour ensuite les emmener pour servir d'esclaves sexuels dans les pays exotiques. Bon, j'adore cette histoire-là, c'est l'une de mes préférées, je pense. Mais concrètement, je pense que la femme doit être à moitié noyée et vraiment défigurée par le passage du tuyau, qui doit quand même être très large. Et je me dis que si on réfléchit 2 minutes au niveau rationnel, c'est pas la meilleure manière de kidnapper une femme et surtout de la laisser dans sa fraîcheur, je veux dire, pour son futur travail. La station de métro à Nessens, c'était les hommes. Ah oui, parce que vous aussi, vous pouvez être victime, il faut pas croire. Hein, on retrouve comme ça des personnes qui avaient disparu depuis quelques jours, dans la station, complètement groggy, amnésiques. On leur fait un petit examen et on se rend compte qu'ils ont une énorme cicatrice dans le bas du dos. Vous savez ce qui s'est passé? On leur a volé un rein. Voilà. Bon, le problème, c'est que les histoires de vol d'organes, oui, on en entend beaucoup. Le trafic d'organes existe bien, donc dans certains pays, vous pouvez vendre vos organes pour vous payer des choses. En Chine, je pense qu'au niveau des organes de leurs condamnés à mort, c'est eux qui les vendent. En fait, ils sont dans cette vente-là. Mais le vol d'organes, donc prendre quelqu'un au hasard dans une station de métro pour lui voler un rein, vous imaginez ? Donc vous prenez quelqu'un au hasard, mais vous allez tomber sur le bon rein, qui a la bonne taille, le bon poids, qui a le monsieur a le bon groupe sanguin, il n'a aucune maladie, tout va bien se passer. Ça fait beaucoup de personnes à kidnapper pour espérer avoir un truc qui matche avec le patient riche, évidemment, qui attend son organe. Donc c'est pas très crédible non plus. Mais ça passe parce qu'on fait « Oh mon Dieu, j'aimerais vraiment pas vivre ça ». Et puis à Nessens, quand même, parfois ça craint le soir.
Il y a aussi l'influence de notre entourage ou l'opinion que vous avez des personnes qui ne croient pas dans ces récits. Hein, il y a des personnes... Enfin voilà, au plus votre entourage croit dans des récits, au plus vous allez avoir difficile quand même à vous mettre un petit peu de côté, à dire non mais vraiment cette histoire ça a quand même l'air un peu étonnant, où on vous mettez à part. Et puis parfois les gens qui démentissent, c'est parfois les autorités dans lesquelles vous n'avez absolument pas confiance, ou qui ont une communication complètement déplacée. Alors, j'ai pas trouvé... ici, j'aime bien, c'est un exemple français d'un démenti qui avait eu lieu pour des Roms qui étaient accusés de voler des organes dans des camionnettes blanches, fameuses camionnettes blanches, et qui avaient été molestés, attaqués par des gens qui étaient venus dans leur campement avec des battes de baseball. Donc, il y a eu ça en France, notamment près de Paris. Et regardez le démenti. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, aucun enlèvement ou même tentative d'enlèvement d'un mineur n'est survenu ces derniers jours à Aulnay-sous-Bois. La vigilance doit être privilégiée pour la sécurité de nos enfants. Ben pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant ? Puisqu'il n'y a rien eu. Pourquoi est-ce qu'on doit être vigilant sur la sécurité de nos enfants alors qu'il n'y a rien eu ? C'est bizarre. Ils nous cachent un truc. Ils veulent éviter la panique. Il se passe quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc voilà, donc ça rend un peu les choses ambiguës. Et puis les légendes urbaines sont utiles. Oui, il y a un côté divertissant, surtout sur certaines histoires, mais c'est surtout que ça nous permet de parler de nos préoccupations, de sujets comme ça, inquiétants, comme l'insécurité par exemple, ou les valeurs que l'on souhaite défendre, ce genre de choses, des problèmes sociaux. Ça propose des solutions. Ne va pas là, ne fais pas ça. Hein, ça permet de réduire l'angoisse. Alors ça semble un peu bizarre et un peu contradictoire, mais finalement, si on sait qu'on se fait voler les organes à Annesens, c'est pas grave, on descend à De Broekère. Du coup, on n'a rien. Parfait. Hein, on sait dans quelle rue il ne faut pas aller. On sait quel type de personne on ne doit pas côtoyer. Donc, c'est utile. Ça informe, ça prévient des dangers, ça condamne des comportements, évidemment, ou de surprendre un peu par ce paranormal. Toutes ces légendes urbaines vont faire appel à la solidarité des membres de notre communauté, hein, puisque justement, on va utiliser ça pour la diffuser. Mais le problème, c'est que ça se fait souvent au détriment d'un autre groupe, qui va être un groupe de boucs émissaires. Samdam, c'est un magasin juif. Il y avait un relent totalement antisémite dans cette histoire-là. Mélanie, c'était pas sur ce levier-là que ça se jouait, mais pour avoir questionné une personne qui a travaillé dans ce magasin-là, elle me disait qu'il y avait beaucoup de prostituées qui venaient s'habiller là, et donc c'était plutôt un conflit de valeurs. Mais je veux dire, souvent, les Roms qui volent les organes, c'est aussi... Hein, on fait ça sur un bouc émissaire, on attribue des actes malveillants à une communauté, et ça peut être une communauté religieuse, ça peut être une communauté simplement différente parce que elle n'a pas la même langue, elle n'a pas la même origine, mais aussi elle n'a pas la même classe sociale, elle n'a pas le même âge, hein, donc on a comme ça ces différences. Et ça renforce l'identité. Nous, on n'est pas comme eux, nous on respecte telles valeurs, mais eux le font pas finalement. Le problème, c'est que ces histoires ont des effets. Donc oui, on peut se dire, oui, c'est pas grave si on raconte ça, c'est toujours bien quand même d'apprendre qu'il y a peut-être des dangers, qu'il faut quand même faire attention. Oui, mais le problème, c'est qu'alors que les autorités sont alertées pour des choses qui ne sont pas vraies et donc ils perdent du temps pour des vraies choses, on évite certains commerces qui peuvent avoir des difficultés, on fait des pétitions, on fait parfois des lois sur base de fausses histoires, ça augmente parfois l'angoisse pour certaines personnes, la curiosité. Donc là, il y avait Edgar Morin qui avait écrit tout un livre sur la rumeur d'Orléans, donc les enlèvements de femmes pour la traite des Blanches, qui disait dans son livre que certaines femmes continuaient à aller dans les commerces incriminés dans l'espoir d'être témoins de quelque chose. Et quand on n'essayait pas de les enlever, elles étaient assez déçues. Ça voulait dire qu'elles étaient moches. Il y a aussi les confirmations de préjugés. Et puis alors, il y a l'ostension. L'ostension, c'est qu'il y a des petits plaisantins qui vont utiliser la légende urbaine, le scénario, pour en faire un crime réel. Alors parfois juste pour faire une blague, mais parfois pour
pour commettre un crime, ou parfois ça peut avoir des impacts. Donc par exemple, c'était l'année passée où des sucettes au CBD avaient été trouvées dans les sachets des bonbons récoltés par les enfants. Ça, c'était en Wallonie. En Wallonie aussi, il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, des clowns avaient mis des knick-knacks par-dessus la grille d'une école et des enfants ont eu des malaises. Alors est-ce qu'ils ont eu des malaises à cause des knick-knacks ? Est-ce que les knick-knacks étaient frelatés? Ou est-ce que simplement on leur a dit « T'as mangé des trucs d'inconnus, en plus par des clowns, mais tu vas mourir ?» Et du coup, ils sont un peu paniqués. Ça, c'est difficile à dire. Moi, j'ai vu ceci aussi, il y a quelques jours, je l'avais peut-être vu aussi sur Sudinfo, qui est une bonne source pour savoir ce qui se raconte. En fait, une maman disait avoir trouvé des punaises dans les bonbons de sa fille qu'elle avait récoltés à Halloween. Et d'autres personnes ont commenté cet article en disant que, par exemple, l'autre avait trouvé une agrafe dans les bonbons. C'est marrant parce que c'était vraiment le fil de fer qui tient le bonbon. C'est vraiment exactement ce qui se passait à l'époque. Alors, évidemment, pour ces cas-là, je ne sais pas. Il peut y avoir des gens qui ont fait, évidemment, ce type de blague. Il y a un monsieur au Texas qui a tué son fils en faisant croire que c'était le sadique d'Halloween, simplement pour récupérer son assurance vie. Autre exemple, les piqueurs de femmes. Il y avait un truc, c'était en 1919, je pense, où on disait que des petits écoliers s'étaient amusés à piquer des femmes pour imiter la rumeur aussi. Et on a vu aussi un YouTuber qui s'appelle Monsieur Morito, quelque chose comme ça, qui faisait semblant. Alors on ne sait jamais s'il faisait juste semblant pour faire peur en caméra cachée ou s'il allait un peu plus loin et qu'il piquait vraiment les personnes. C'est encore en cours dans la justice. Bon, après, c'est pas parce que déjà, ces croyances, on croit tous à des légendes urbaines. Donc, c'est pas une question d'intelligence. Tout le monde va se laisser avoir, c'est pas grave. Je peux me laisser avoir, il y a pas de problème. Il faut juste prendre conscience un petit peu de ces conséquences et de se dire que si on se rend compte que c'est faux, autant le diffuser aussi, autant en informer ses proches. Et se dire aussi que les croyances ne sont pas toujours statiques. On peut pas spécialement se dire que toute l'histoire est vraie, mais qu'une partie seulement est vraie. Ou que l'être humain est capable de faire ça, donc c'est quand même bien de se méfier. On n'est pas toujours dans quelque chose de radical. On peut être dans une croyance partielle, probabiliste. Il est probable que cela puisse se passer. C'est toujours bien de prévenir, par exemple. Et puis, il faut se rendre compte aussi que même si on n'y croit pas, ces histoires peuvent nous influencer. C'est la comtesse de Paris qui disait « Je ne crois pas aux fantômes, mais ils me font peur. » Et parfois, quand je suis à Rogier et que je vois un groupe de jeunes, pas spécialement envie d'aller leur parler, alors qu'en fait, ils sont peut-être hyper sympas, mais c'est clair que ça nous laisse comme ça une mauvaise impression. Et on le ressent encore, quoi. Donc, ça a un impact quand même. Alors, j'en arrive au bout. Est-ce que vous avez des histoires à me raconter? Est-ce qu'il y en a certaines auxquelles vous avez cru? Bon, en attendant, moi, ce que je retiens, c'est que si j'organise encore si on organise un feu de camp où on doit se raconter des histoires chères de poule, c'est à vous qu'on fera appel parce que vous savez très bien raconter les histoires. Merci, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.